J'ai bien failli perdre ma copine à cause d'un voyage de merde. Je vais tout vous expliquer pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi, mais avant ça, dites-moi, vous sentez ce parfum de liberté? Les rêves que vous aviez plein la tête sont devenus réalité. Devant vous, des paysages fabuleux à perte de vue. L'air frais du petit matin vient contraster la douce chaleur du café soluble, dont le goût amer se trouve adouci par l'impatience des aventures de la journée à venir. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus grand, que de simplement se laisser guider par les routes jour après jour sans se soucier du lendemain, puisque de toute façon, comme tous les autres jours de ce voyage, il sera forcément exceptionnel. C'est de la merde! Là, on va arrêter de fantasmer 5 minutes, on va laisser les jolies plages et les jolies photos qu'on s'apprêtait à poster sur Instagram, et voyons voir ce qui se passe derrière la vitrine idéalisée à outrance de la van life et du voyage. Pour vous remettre un peu de contexte, après plusieurs mois de préparation en août 2023, on prenait l'avion avec ma copine direction Auckland, New Zealand, pour aller vivre notre incroyable PVT et parcourir le pays d'un bout à l'autre à bord de notre super van beaucoup trop mignon. Et enfin, réaliser le rêve derrière lequel on courait depuis des années. Prendre le temps, lâcher le boulot, voyager, découvrir, rire, vivre, tout simplement. Mais rapidement, ce rêve est devenu un putain de cauchemar, qui nous a ruinés, épuisé, et vous allez le voir, on est vraiment passé à 2 doigts de la séparation. Rassurez-vous, je vais tout vous expliquer pour que vous compreniez, mais avant ça, posons-nous la question, pourquoi on veut voyager? Je veux dire, sur le papier, en suivant uniquement la logique, voyager, encore plus en van, c'est chiant. Parce que, si on met les choses à plat, voyager, c'est quoi? C'est quitter son petit chez-soi, son petit confort, sa boulangerie préférée, ses potes et ses chiottes pour aller se retrouver dans un endroit random, faire plein de trucs random qu'on ferait absolument pas si on était resté chez soi, genre grimper une montagne, visiter des musées, parler à des inconnus ou manger des plats hyper bizarres qui font vachement moins envie que le bon poulet rôti du dimanche. Et pourtant, en le disant, ça paraît cool, je sais. C'est normal parce que on veut tous voyager. Ma question, c'est pourquoi? Comme je disais, ce qu'il y a de fascinant avec le voyage, c'est que de la même manière que le sexe ou l'argent, ça fait partie des choses à peu près universellement reconnues comme cool. Tout le monde aime voyager. Pas forcément de la même manière, hein. Pour certains ce sera bivouac et sac à dos, pour d'autres hôtel et piscine, pour certains stop et randonnée, pour d'autres shopping et première classe. Évidemment, chacun sera persuadé que sa façon de voyager est la meilleure, la seule qui vaille, et que tous les autres ne sont que des bouffons de touristes qui n'ont absolument rien compris au voyage, mais quoi qu'il en soit, ça change rien au fait que tout le monde aime voyager. Faisons un petit tour sur Instagram. Si je tape #travel, je vais littéralement avoir des millions de posts, de comptes en rapport avec le voyage, des photos, des réels qui me montrent plein de gens ayant une vie extraordinaire et manifestement beaucoup plus stylée que la mienne. Wow, c'est fou, non? Comme littéralement tout le monde a l'air d'être un grand explorateur sur Instagram. Mais 2 secondes. Si je tape #art, encore une fois, des dizaines de milliers de comptes. Et pourtant, là, je suis sûr d'une chose, les gens sont pas des artistes. Les gens sont pas des artistes parce que les gens sont chiants et qu'ils ont des boulots nuls, et ils sont trop crevés le week-end pour faire quoi que ce soit, et encore moins de l'art. Des vrais artistes, capables de dévouer tout leur temps et toute leur énergie à leur création, croyez-moi, il y en a pas beaucoup. Donc, la plupart des gens qui prétendent être des lourds voyageurs sur Instagram ont probablement juste une vie de merde et veulent simplement montrer aux autres, qui ont d'ailleurs une vie sûrement tout aussi pourrie, que la leur est pas trop mal. En fait, tes photos de voyage sur Instagram, c'est exactement la même chose que ce pantalon qui te fait un beau cul, alors qu'en vrai, t'aurais sûrement besoin d'aller faire quelques squats. Mais c'est pas de leur faute. Enfin, si, c'est de leur faute, parce que quoi qu'il nous arrive, quoi qu'on fasse, mine de rien, c'est toujours de notre responsabilité, mais je les comprends. Je les comprends parce que globalement nos vies sont fades et pas très intéressantes. Qui qu'on soit, hein, d'ailleurs je me mets complètement dans cette catégorie de gens avec une vie fade et pas très intéressante. Mais globalement, mis à part une poignée de personnes qui vont révolutionner la face du monde, les Martin Luther King, les Victor Hugo, les Marc Aurèle, les Pasteur et j'en passe, nos vies sont fades. Et en tant que telles, n'ont pas tellement de sens. Alors, pour combler cette absence de sens, on cherche des trucs à faire qui nous permettent d'occuper nos journées et les quelques années qu'on a à passer ici. Certains fondent des familles, d'autres créent des entreprises, d'autres se droguent. En fait, chacun cherche ce qui lui permet de s'occuper avec le plus de sens possible pour lui-même. Moi, je grimpe des cailloux. Qu'est-ce que c'est con quand on y pense, j'aurais 1 milliard de trucs à faire de cette fucking vie.
Et tout ce que je fais, c'est aller grimper des gros cailloux dans la forêt, en essayant de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus difficiles. Donc, croyez-moi, peu importe la façon dont vous occupez votre temps, c'est pas moi qui vous jugerai. Sauf si vous faites, je sais pas, du tuning. Si vous faites du tuning, là je vous jugerai fort par contre. Bref, tout ça pour dire que même si ça paraît bizarre au premier abord de quitter son petit confort pour aller voyager, dans cette espèce d'énorme bordel vide de sens que sont nos vies, bah finalement, voyager ça se comprend tout à fait. Et c'est même plutôt sensé. Et ça, lorsque j'étais paumé à 17 ans et que je venais d'avoir mon bac, je l'avais bien compris. Donc je suis là, j'ai 17 ans, mon bac et absolument aucune idée de ce que je vais faire à la rentrée. Donc en toute logique, face aux lourdes responsabilités que j'ai à prendre pour préparer mon avenir, je décide de fumer des énormes joints, de boire des maxi bières et de sortir partout pour rencontrer le plus de meufs possible. Donc, je passe des semaines à Paname avec des potes à squatter un peu les appartes. On sort, on boit, on fume, on drague des filles, on visite quelques expos de temps en temps pour avoir l'illusion d'être des gens très intelligents et très cultivés, mais globalement on est juste trop défoncés pour en profiter. Et quoi qu'il en soit, au bout de 3 semaines, je commence à en avoir marre et à sacrément me faire chier. Faut savoir qu'avec ces potes-là, qui sont actuellement complètement défoncés sur un canapé, on était censé se faire un petit voyage, ensemble. Mais finalement, les semaines passent et ça a pas l'air de trop les tenter. Et depuis le début de l'été, tout ce qui se passait, c'est qu'on claquait le peu d'argent qu'on avait dans du shit et de la bière. Vu que ça commençait à sacrément me saouler, bah j'ai décidé de partir tout seul. Et j'ai fait ce qu'à peu près n'importe quel gamin de 17 ans à ma place aurait fait, j'ai décidé de partir en stop jusqu'en Andalousie. Ok, tous les gamins de mon âge auraient peut-être pas fait ça, mais moi je trouvais ça beaucoup trop stylé. Avant de partir, j'étais évidemment pété de trouille, mais une de mes ambitions dans la vie, aussi futile que ça puisse paraître, ça a toujours été d'être courageux. Et j'avais vraiment l'impression qu'en osant me confronter à moi-même et à ce voyage en solitaire, j'aurais fait quelque chose de courageux. Alors un matin, presque sans un mot à mes copains, je prends mon sac, un livre et un paquet de clopes, et je pars. À l'époque, je dévorais tous les bouquins de Kerouac, et là, c'était génial parce que j'avais l'impression d'avoir directement été transposé dans une de ces histoires. Et si vous connaissez pas Kerouac, vous en faites pas, j'en reparle un petit peu plus tard. Je m'arrête à Bordeaux pour voir une meuf, je repars, je traverse les Pyrénées, je marche à pied, il fait beau, il y a des fleurs partout, ça sent bon, c'est fantastique. Je me retrouve invité chez une vieille dame trop sympa, chez qui je passe 2 jours, qui me fait le plein de bouffe et qui me donne plein de victuailles, et j'avais vraiment de la chance parce que j'avais vraiment pas grand chose à becter. Arrivé en Espagne, je me démerde comme je peux avec les quelques mots d'espagnol que je baragouine, le stop marche plutôt bien, mais je vais avoir le premier vrai problème de ce voyage. On venait de me déposer à Madrid, la capitale, à 22h30, et je dois avouer que là, pour la première fois depuis que j'étais parti, j'étais vraiment pas serein. Il faisait nuit, il y avait des mecs bizarres qui traînaient, qui essayaient de me parler, mais je comprenais absolument rien, mais je voyais qu'ils voulaient pas forcément du bien pour moi. Je commence à flipper, je sais pas où m'arrêter, j'ai aucune envie de dormir comme un clochard dans la rue, jusqu'à ce que je tombe sur une énorme station de bus. Et là, c'était fantastique, parce qu'en allant voir, alors que je pensais juste essayer de trouver un endroit un peu plus sécurisé où dormir, je me rends compte qu'il y a, dans 2 heures, un bus qui part pour Malaga, qui est en Andalousie, pour ceux qui sont pas très bons en géographie. Et là, c'est fantastique parce que d'un seul coup, je résous mes 2 soucis. Je sais où dormir, et je suis arrivé en fait. Alors sans réfléchir, j'achète ce billet une dizaine d'euros, et je m'installe peinard dans le bus. Et clairement, ce voyage, il était incroyable, et ça fait partie de loin de mes plus beaux souvenirs, déjà parce que c'était le premier, que j'étais tout seul, que je m'étais enfin vraiment démerdé juste par moi-même. En fait, en rentrant à Paris, j'étais évidemment encore tout aussi perdu par rapport à l'avenir, mais j'avais accompli mon premier petit rite initiatique à moi, et j'avais vraiment l'impression que ça m'avait fait grandir d'une manière bien plus importante que juste en obtenant mon diplôme du baccalauréat. Quoi qu'il en soit, je venais de goûter à ce parfum absolument délicieux du voyage, et une chose était sûre, j'en voulais plus, beaucoup plus. C'est bien beau tout ça, mais avant de vous expliquer concrètement comment le petit gamin que j'étais, le sourire aux lèvres en rentrant à Paris, a fini au bord de la crise de nerfs dans un van en Nouvelle-Zélande, je vais devoir vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un voyage ? Vous êtes déjà demandé, vous, quelle est la différence entre un touriste et un voyageur ? Comme je le disais un peu plus haut, il y a plein de façons de voyager différentes et chacun est bien sûr persuadé que la sienne est la meilleure, mais
En vrai, on s'en fout un peu. Un truc qui revient souvent, c'est que les voyageurs, les vrais, ceux qui méritent vraiment ce titre, sont ceux, vous savez, qui se débrouillent avec peu d'argent, qui marchent beaucoup à pied, qui prennent pas l'avion, qui font du stop, qui prennent le train, etc., etc. Alors que les touristes, ces gros bouffons, restent confinés à l'hôtel au bord de leur piscine. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu été ce genre de mec qui avait cette croyance pendant assez longtemps. Avec mon énorme ego, en voyageant en stop, en dormant dans des tentes, en allant chez l'habitant, etc. J'étais à peu près persuadé que mes voyages à moi valaient mieux que tous les autres. Mais en vrai, j'avais tort. Avec le recul, je vais avoir beaucoup plus de nuances dans mes propos et dans ma façon de voir les choses. Vous voulez savoir comment je m'en suis rendu compte? En écoutant d'autres connards comme moi me raconter leurs voyages authentiques en Amérique du Sud, je les trouvais évidemment rasants et leurs histoires ne m'intéressaient pas. Ils étaient tout aussi chiants que le mec qui me racontait comment il avait passé ses journées au bord de la piscine. Ouah, t'as vraiment fait de la moto sur une route pourrie alors que t'en avais jamais conduit? Incroyable. C'était toujours les mêmes discussions, les mêmes expériences qui revenaient. J'ai réalisé que malgré ce qu'on voulait se dire, nous aussi, on était formatés. On allait aux mêmes endroits, visitait les mêmes lieux, vous savez, tous ces petits spots cachés et pas du tout touristiques. On portait les mêmes sacs à dos, on prenait les mêmes trains, on mangeait les mêmes choses. Et surtout, nous aussi, comme les mecs qui ont passé 2 semaines au bord de la piscine de leur hôtel, on revenait vite retrouver notre petit confort chez nous. Dans le fond, la chose était exactement la même. Dans tout le game du voyage, il y a 2 auteurs qui reviennent pas mal et qui font un peu figure d'autorité. Ces 2 auteurs, c'est Thoreau et Kerouac. Kerouac, son bouquin le plus connu, c'est Sur la route, alors que Thoreau, c'est Walden. Et vous savez, ce qui est très amusant, c'est que ce sont 2 auteurs qui n'ont mais absolument rien à voir l'un l'autre, bien qu'ils soient souvent lus par les mêmes personnes. Kerouac, c'est un junkie qui parcourt les États-Unis dans des bagnoles déglinguées avec ses potes en étant souvent très alcoolisé. Thoreau, il va dans les bois, il construit une cabane, il se fait des petits cafés et il va faire des longues promenades à pied. Pourtant, les deux, malgré leurs différences, ont en commun un certain dégoût de la société et ils cherchent à s'en extraire. Pas de la même manière, mais ils cherchent tous les deux à la quitter. Ils cherchent tous les deux un sens à leur vie en s'extrayant des routines préétablies pour aller créer les leurs dans leur univers et écrire des bouquins. Évidemment, quand j'étais ado, je trouvais Kerouac beaucoup trop stylé, et aujourd'hui, en ayant un peu grandi, je suis quand même plus fan de longues balades à pied que d'aller me défoncer la gueule à tous les coins de rue. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ces 2 auteurs sont tout simplement les 2 faces d'une même pièce. Et cette pièce, c'est en quelque sorte notre recherche d'identité à travers le voyage. Et du coup, quoi qu'on y fasse, quoi qu'on veuille, un voyage, c'est hyper égoïste. Peu importe qu'on cherche à s'amuser, à apprendre, découvrir de nouvelles cultures ou juste aller boire des cocktails, fondamentalement, ça reste toujours tourné vers nous, jamais vers les autres. Vraiment, il y a très peu de choses aussi égoïstes qu'un voyage. Et c'est normal, et c'est pas grave en fait, c'est tout à fait normal d'avoir plein de choses qui soient égoïstes dans la vie. C'est comme ça qu'on se construit, qu'on apprend et qu'on se découvre. C'est normal. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire « Oui, mais Papel, il y a les voyages humanitaires, tu fais du bien. » Alors ceux-là, je vais même pas en parler parce que ça va m'énerver, mais si le sujet vous intéresse, allez taper volontourisme sur Google et faites vos propres recherches. Mais, ça rejoint ce que je dis, c'est extrêmement égoïste. Et on pourrait même se dire, pour aller plus loin que dans une certaine mesure, les voyageurs qui vont dans des pays pauvres sont des voyeurs. Et pour vous prouver ça, faut que je vous parle d'une île de pirates où j'ai habité quelques années. Cette île, c'est Mayotte. Mayotte, pour ceux qui connaissent pas, c'est un département d'outre-mer dans le canal du Mozambique, entre l'Afrique du Sud et Madagascar. Si je vous parle de dom-tom, vous aurez probablement en tête les plages de sable blanc, les cocktails avec le petit parasol, mais tous les dom-toms sont très différents. Et une des particularités de Mayotte, c'est que c'est un énorme bordel. Regardez. Si vous tapez documentaire Mayotte sur YouTube, vous allez tomber uniquement sur des reportages chocs qui expliquent que vous allez mourir à tous les coins de rue. Puis, il y a le mien. Allez voir le mien qui parle de Mayotte et qui montre autre chose. Quand on est complètement sain d'esprit, on n'est pas censé aller à Mayotte. Alors, comment moi, je me suis retrouvé à Mayotte, c'est une histoire de fou. Je vous la raconterai peut-être un jour, mais là ce serait beaucoup trop long et c'est pas vraiment le sujet. L'intérêt pour nous, c'est de savoir qu'avec l'extrême précarité qui se trouve là-bas, près d'1 habitant sur 2 habite dans un bidonville. Kaweni, le bidonville de la banlieue de Mamoudzou, c'est d'ailleurs tout simplement le plus gros bidonville de l'Union européenne. C'est un délire. Mais Mayotte, c'est aussi la plus grande maternité d'Europe. En fait, il y a tellement d'enfants qu'il y a une classe par jour qui naît à l'hôpital. Pour une île aussi petite, c'est gigantesque. Il y a tellement d'enfants là-bas que les classes peuvent même pas ouvrir toute la journée. Si vous voulez, il n'y a pas assez de salles de classe pour accueillir tout le monde, donc
les enfants vont pouvoir aller à l'école que la moitié du temps, soit que le matin, soit que l'après-midi. Et des enfants déscolarisés qui se retrouvent livrés à eux-mêmes, c'est vraiment le terreau le plus fertile qui soit pour de l'insécurité. Au milieu de tout ce bordel, j'ai travaillé comme prof et comme éducateur. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est mon taf d'éducateur. Je devais accompagner les enfants et les parents qui étaient encore là pour essayer d'améliorer au mieux leurs conditions et de faire qu'ils soient un petit peu moins en danger. Donc, je me retrouvais à travailler régulièrement dans ces bidonvilles. Et j'ai assez vite remarqué que là où la plupart des autres métropolitains travaillaient comme profs, infirmiers, certains parmi mes collègues éduques, d'une manière générale, se retrouvaient assez fiers de pouvoir dire partout que eux, au moins, voyaient le vrai Mayotte et allaient dans les bangas, ces bidonvilles. Et alors que j'y bossais, ça m'est arrivé plusieurs fois que d'autres gens me demandent si je pouvais pas tout simplement les amener voir comment c'était dans ces bidonvilles. Derrière cette curiosité, ce désir de voir les vraies choses pour se sentir légitime, vrai voyageur qui a vécu le vrai truc, se cache une grande part de voyance. Et là, je donne l'exemple de Mayotte, mais c'est ce qu'on retrouve en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique, etc. Vous savez, tous ces endroits où vont les vrais voyageurs. Et aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis pas très à l'aise avec ça. En fait, je sais pas trop quoi en penser, parce que je pense pas non plus qu'il faille juste se mettre des œillères et aller que dans des pays hyper développés et avoir un rapport au voyage très consumériste. Mais il faut quand même se poser la question, je pense, est-ce que mon désir de voyage et de vivre des vraies sensations se fait pour les bonnes raisons? Et surtout, quelles sont ces bonnes raisons? Je pense que la frontière peut être extrêmement fine entre le désir réel de comprendre un pays et sa culture, notamment en découvrant ses points les plus noirs, de la simple curiosité pas forcément très bien placée. Et c'est marrant parce que si on extrapole et qu'on étend à fond ce désir, ce sentiment de vouloir être un vrai voyageur qui s'intègre dans la culture, qui voyage à pied, etc., bah, qui sont les vrais voyageurs? C'est les migrants. Et je connais beaucoup de gens qui se prétendent être un vrai voyageur, pas un seul qui souhaiterait être à la place d'un migrant. Bon, on a vu que le voyage, d'une manière générale, c'est quelque chose de très cool, qui nous fait grandir, et ça, peu importe comment on décide de voyager. Franchement, peu importe où qu'on aille, ce qu'on y fasse, et la seule chose qui compte, c'est le plaisir qu'on en retire et les découvertes que l'on fait. Mais certaines personnes fantasment carrément une vie qui ne serait faite que de voyages. Ils peuvent prendre plusieurs formes, ils prennent plusieurs noms, on peut les appeler les beatniks, les nomades, les digital nomades, les hippies, quoi qu'il en soit, ça reste la même merde. Avec Jus, nous aussi on était attirés par cette forme d'aboutissement ultime du voyage. Et on a voulu essayer pendant un an la van life. Pas de maison, pas de contraintes, pas trop de boulot, en bref, la liberté dans ce qu'on pensait être son état le plus pur. Passer un an en Nouvelle-Zélande à faire... En fait, on savait pas trop quoi. Pas mal grimper, visiter des trucs, découvrir des gens, et pour le reste, on allait bien voir, on n'avait pas de plan prédéfini. Vous le savez, ça a sacrément merdé. Le problème, c'est qu'un fantasme, lorsqu'on y pense, ça a l'air super cool. C'est le principe d'un fantasme. Mais, lorsqu'il devient réel, très souvent, c'est décevant. Regarde, là, j'avais 15 kilos de trop. Je me sentais mal dans ma peau, et j'étais persuadé que si j'arrivais à perdre ces kilos, devenir un peu plus musclé et avoir mes abdos, je serais super heureux. Et je me suis vraiment mis à fantasmer une sorte de corps idéal pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai obtenu le physique que je voulais, et d'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment perdre du gras de manière pas chiante, pour ceux que ça intéresse. J'avais les muscles, les abdos dessinés, le corps que j'avais idéalisé, et pourtant, j'étais pas spécialement plus heureux. Évidemment, je me sentais trop bien dans mon corps, encore aujourd'hui, et c'est hyper important, clairement, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Mais, c'est pas non plus une espèce de formule miracle d'avoir des abdos qui nous rendraient heureux jusqu'à la fin de nos jours, ce serait malheureusement trop beau. L'être humain est pas fait pour être toujours satisfait. Donc cette souffrance que me procurait mon physique, elle s'est tout simplement déplacée vers autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fantasme, lorsqu'il devient réel, ne nous rend quasiment jamais heureux sur le long terme. Au mieux, on sera un peu content quelques jours, et au pire, extrêmement déçu. Quoi qu'il arrive, on va souffrir. C'est avec la femme qu'on aime qu'on va s'engueuler, c'est la voiture qu'on achète qu'on devra réparer. Donc c'est très important de comprendre que tu dois choisir tes souffrances. Et ce, pourquoi t'es prêt à souffrir. Parce que quoi qu'il arrive, tu souffriras. Regarde, si t'aimes ta copine, tu vas devoir être prêt à endurer les engueulades, les discussions difficiles, la jalousie peut-être, etc. Toutes ces choses qui te font souffrir, mais que t'es prêt à faire
pour cette relation, que t'aurais pas à subir si t'étais resté célibataire. Et encore une fois, je parle pas du fait qu'on s'habitue à tout, qu'il faudrait réduire nos désirs, etc. Non, c'est différent. Choisis tes souffrances. Pour en revenir aux fantasmes, en général, on se fait sacrément avoir sur la marchandise. Regardez, si on prend la van life, le premier sentiment qui nous vient à l'esprit, c'est la liberté. Mais la réalité, c'est que l'essence ça coûte cher, que le van, vu que t'avais pas de sous, bah t'as acheté une brêle et il est souvent en panne, qu'on galère à trouver des endroits où dormir parce qu'on peut pas se mettre non plus n'importe où, qu'on est obligé d'aller payer des campings pour pouvoir prendre des douches. En fait, c'est même quasiment tout l'inverse que la liberté, parce que l'esprit ne sera pas tranquille. En van, le nombre de trucs auxquels on est dépendant et la charge mentale que ça procure explose de manière mais quasi exponentielle par rapport au fait de juste être dans une maison. Et quand on le subit, particulièrement à deux, c'est vraiment pas simple. La liberté, qu'est-ce que c'est ? Je pense que chacun aura sa définition. La mienne, c'est l'addition de 3 ressources. Le temps, l'argent et l'énergie. Et si t'as ces 3 ressources en quantité suffisante pour toi, t'es libre. Cherche pas plus loin. Pour ça que le pire qu'on puisse faire de nos vies, c'est avoir un 35-40 heures au SMIC pourri dans un boulot qu'on n'aime pas, qui nous pompe notre temps, notre énergie et qui en plus nous ramène pas d'argent. Je m'égare un peu, revenons en Nouvelle-Zélande. Vous allez me dire, oui Papel, t'exagères, ok la vie en van c'est peut-être pas drôle, mais quand même t'es en Nouvelle-Zélande, c'est le rêve de plein de gens, t'es dans un pays absolument incroyable et fantastique, oui. Mais, faut que je vous parle de l'injonction au bonheur. Effectivement, en voyage, on est censé kiffer. Et quand on met nos petites photos sur Instagram, la plupart des gens nous envient et nous disent « Ouah mec, trop cool, t'as trop de chance, ça doit être absolument fantastique. » Et généralement c'est le cas, heureusement. 90% du temps, lorsqu'on voyage, c'est trop cool, on adore, et ça nous ramène des souvenirs de dingue, et c'est fantastique, hein. Évidemment que dans 90% du temps, le voyage, c'est trop bien. Mais tous ceux qui ont voyagé pendant assez longtemps savent qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir difficile. Même si ce voyage a beau être extraordinaire, on en a plein le cul. Et je pense qu'avec Jus, c'était notre voyage de trop. Je vais pas vous raconter encore plus ma vie, mais disons simplement que ça faisait quelques années qu'on avait quitté la métropole, qu'on voyageait à droite, à gauche, en se posant 1 an, 2 ans quelque part, et qu'on s'arrêtait pas vraiment. On voulait tout voir, on voulait tout faire, aller partout, rencontrer tout le monde. Et au moment de partir, pour Auckland, New Zealand, fondamentalement, je suis pas sûr que ce voyage-là, on en avait tant envie que ça. Je pense qu'une partie de nous avait envie simplement de se poser et de construire autre chose. Et pour la Nouvelle-Zélande, si vous voulez vraiment savoir à quoi ça ressemble, allez faire un tour en Bretagne. Mais ça vous donnera un très bon aperçu. Et je sais que là vous êtes en train de rigoler, si vous me croyez pas, allez sur l'île de Bréa. Sur l'île de Bréa, il y a un petit jardin, et dans ce petit jardin, il y a plein de plantes. Et devinez quoi ? Une plante sur 2 vient de Nouvelle-Zélande, parce que c'est le même climat, sans déconner. Vraiment, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes en train de prévoir un PVT, essayez de passer 3 semaines en hiver en Bretagne dans un camion. Si ça vous plaît pas, allez pas en Nouvelle-Zélande. Mais en vrai, je pense qu'on aurait pu supporter tout ça. Le van, le froid, si on avait su pourquoi on le faisait. Je veux dire, c'est pas une question de confort. Juliette, elle était déjà allée jusqu'en Turquie toute seule en stop. On avait habité pendant des années à Mayotte où on avait de l'eau 1 jour sur 3. C'était pas un problème de confort, on n'était vraiment pas des petits citadins habitués à avoir Uber Eats et aller au McDo, etc. qui arrivent et qui se rendent compte de la réalité qui est difficile. Non. Notre problème, c'est qu'on n'avait pas d'objectif. On était là, dans ce van, à bouger, sans savoir quoi faire. Et lorsque tu bouges comme ça, sans savoir ni où aller, ni quoi faire, bah, tu voyages plus, tu erres. Certaines personnes, lorsqu'elles rentrent de voyage, elles vont se sentir complètement déconnectées du monde qui les entoure. Elles retrouvent leurs proches, leur maison, et au milieu des discussions du quotidien, elles se sentent perdues, pas à leur place, là dans leur fauteuil, en train de siroter une tasse de thé, en écoutant les derniers ragots du quartier. Les gens peuvent y réagir différemment à ça, c'est jamais très agréable, mais certains peuvent se sentir un petit peu supérieurs aux autres dans ces cas-là. Comme si leur vie à eux, leurs expériences, avaient beaucoup plus d'importance que celles des gens qu'ils retrouvent. Mais c'est des conneries. Voyager ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Peu importe ce que t'as vu, ce que t'as visité ou avec qui t'as discuté, tu as juste vécu tes expériences. Et ces expériences valent pas mieux que celles de ton couple de potes qui a acheté une maison, qui a fait un enfant, ou qui a pris un CDI, ou créé une entreprise, ou je sais pas quoi.
ce sont des expériences. C'est juste que les échelles de valeur ne sont pas les mêmes, et qu'on n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses. Leurs expériences de vie sont tout aussi fortes que les tiennes, même si, je te l'accorde, ça fait des photos un peu moins stylées sur Instagram. Personnellement, j'ai beaucoup ressenti ce décalage en rentrant de voyage, plusieurs fois. À chaque fois, en fait, que je rentrais jusqu'au retour de la Nouvelle-Zélande. Parce que, pour la première fois de ma vie, j'avais un autre but, d'autres objectifs en tête que de simplement refaire ma valise et repartir au plus vite. Et je vais quand même repartir au plus vite, hein, parce que ici il fait beaucoup trop froid et que le soleil me manque. Mais c'est pas mon seul but. C'est pas mon seul but, et j'ai d'autres objectifs dans la tête que je dois accomplir pour avoir l'impression de donner du sens à ma petite vie. Quoi qu'il arrive, que tu voyages pas, on s'en fout, le plus important, c'est de trouver tes désirs. Et notamment tes désirs cachés ou ce que tu fuis en voyageant. Ok ? Et encore une fois, ce pourquoi t'es prêt à souffrir et à faire des sacrifices. Et que, de tout ça, t'essayes d'en faire quelque chose de cohérent sur lequel tu puisses travailler, t'améliorer. Vous connaissez le syndrome du voyageur ? Je vous souhaite que ça vous arrive jamais. C'était Papel, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère vraiment que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu, mais c'était un sujet sur lequel j'avais vraiment envie de m'exprimer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel sujet vous voudriez que j'aborde pour une prochaine fois. D'ici la prochaine, prenez soin de vous, éclatez-vous, et chauffez-vous, et surtout, abonnez-vous.